Regardez donc ce passage étroit entre le nord du Maroc et la partie sud de l'Espagne. Il s'agit du détroit de Gibraltar. Il n'y a que 13 km entre les deux continents, mais pour une raison ou pour une autre, il n'y a pas de pont, alors que les gens rêvent depuis des siècles de relier ces deux régions. Dans certains endroits du monde, on a construit des ponts sur des distances bien plus grandes au-dessus de l'eau. Par exemple, la chaussée du lac Pontchartrain, près de la Nouvelle-Orléans, en Louisiane, s'étend sur 38 km, soit 3 fois la longueur de l'hypothétique pont entre l'Afrique et l'Europe. Il figure dans le livre Guinness des records comme la structure continue la plus longue construite au-dessus d'une étendue d'eau. Il se compose de 2 ponts parallèles et relie la zone urbaine de la Nouvelle-Orléans aux petites localités situées au nord du lac Pontchartrain. 9000 piles de béton soutiennent plus de 1000 sections au-dessus de l'eau. Cette structure gigantesque a été construite au milieu du XXe siècle. Il n'a fallu que 14 mois entre le début de sa construction et son achèvement. Les ingénieurs américains ont utilisé une technologie inédite pour fixer les piles de béton à la base du pont. Et ce pont est toujours en activité. Quel est donc le problème avec la construction d'un pont qui relierait l'Afrique et l'Europe? Découvrons d'abord les avantages qu'apporterait ce pont de 13 km en connectant les deux continents et la raison pour laquelle tout le monde en parle. Eh bien, il serait inestimable. Diamants, pétrole, minéraux. L'Afrique regorge de matières précieuses. Et l'Europe ne demande qu'à les acheter. Ce pont théorique permettrait de transporter rapidement et facilement des marchandises de toutes sortes pour le commerce. Et aujourd'hui, l'échange de biens entre l'Afrique et l'Europe n'est possible que grâce aux avions et aux cargos. Et les avions sont extrêmement coûteux en raison du prix élevé du carburant. De plus, les voyages en avion sont souvent retardés en raison du mauvais temps. Les procédures douanières prennent du temps et les distances entre les aéroports et les centres urbains sont importantes. Les bateaux peuvent également poser problème. La zone de la Méditerranée où les deux continents sont proches l'un de l'autre est dangereuse en raison des tempêtes et des forts courants. Le transport de vos diamants dépend donc fortement des conditions météorologiques. Le deuxième avantage d'un tel pont serait la création de dizaines de milliers d'emplois. Les Européens et les Africains se construiraient mutuellement des hôtels, des ports, des parcs et même de petites villes. Les régions côtières des deux continents deviendraient de nouveaux centres économiques. Et imaginez les investissements que ces endroits attireraient. L'Europe et l'Afrique seraient plus proches que jamais. Vous pourriez aller en voiture d'une ville espagnole à un parc de safari dans le nord du Maroc, acheter du thé marocain, de l'huile d'argan et rentrer chez vous le soir même. Vous pourriez aussi prendre un train à grande vitesse pour traverser la magnifique mer Méditerranée. Des centaines de restaurants, de parcs d'attractions, de centres commerciaux et de musées pourraient voir le jour à proximité. Mais malheureusement, il est impossible de construire un tel pont, du moins à l'heure actuelle. Et voici pourquoi. Le principal problème est le détroit de Gibraltar lui-même, ses forts courants et son activité sismique. Comment lancer une construction à grande échelle si, en quelques jours, un tremblement de terre sous-marin peut déclencher des vagues géantes et emporter tous les navires sous l'eau? Même si vous construisez un pont, des courants d'eau rapides qui changent constamment de direction pourraient ébranler l'ensemble de la structure et endommager ses fondations. Le pont sur le détroit de Gibraltar devrait être conçu selon une méthode capable de résister à l'activité sismique. Et d'énormes ressources seraient nécessaires pour créer quelque chose d'aussi complexe. Malgré le danger que représente le passage entre ces deux continents, cette région demeure l'une des plus fréquentées au monde. C'est le seul endroit de la planète où la mer Méditerranée et l'océan Atlantique se rejoignent. Environ 300 navires y transitent chaque jour. Des navires marchands, mais aussi des bateaux de pêche et de tourisme. Il n'y a pas beaucoup d'endroits au monde où vous pouvez observer des baleines sortir de l'eau. En raison des particularités des courants marins de cette zone, ce détroit est fréquenté non seulement par des personnes, mais aussi par des créatures marines. Nous en reparlerons plus tard. Un autre problème est la profondeur du détroit. Concrètement, tout pont franchissant une étendue d'eau doit reposer sur de longues piles métalliques. Les constructeurs et les ingénieurs plantent ces piles dans le plancher marin et s'en servent comme base de maintien pour l'ensemble de la construction. Mais il est difficile de fixer ces piles de manière suffisamment stable en raison de l'irrégularité du sol sous-marin. Sa géologie présente des caractéristiques uniques, des irrégularités et différentes densités de roches terrestres. On y trouve également des récifs,
des rochers et des fosses. Tout fond marin nécessite des études géologiques approfondies avant l'installation de piles. Et le fond du détroit de Gibraltar est particulièrement difficile d'accès en raison de sa profondeur, près de 915 mètres. C'est l'un des détroits les plus profonds du monde. Imaginez, vous pourriez empiler 10 statues de la liberté entre le fond du détroit et la surface de l'eau. Quel type de pile faudrait-il utiliser à cet endroit pour soutenir un pont tout entier? Probablement des piles constituées de plusieurs sections reliées entre elles par une longue tige de métal. N'oubliez pas non plus l'activité sismique. Supposons que vous ayez installé des piles parfaitement robustes, mais que le lendemain, un tremblement de terre se produise et détruise l'ensemble de la structure. De plus, les forts courants transporteraient les débris dans toute la Méditerranée. Le troisième problème est le plus important, car il concerne la vie marine. Le détroit de Gibraltar a une forte teneur en sel. Cet élément naturel alourdit l'eau, et toute une couche d'eau très salée occupe le fond du profond bassin méditerranéen. Cette eau salée pousse l'eau froide des fonds marins vers l'océan Atlantique. Ces changements de densité, ainsi que les courants rapides, créent des tourbillons et des turbulences continues. C'est comme un chaudron d'eau froide qui ferait remonter beaucoup de nutriments à la surface. Les dépressions et les élévations du détroit de Gibraltar sont remplies de substances diverses et de lumière solaire, conditions idéales pour la formation de phytoplancton. Les baleines, les dauphins et d'autres créatures marines adorent ce mets délicat. C'est pourquoi on trouve ici environ 7 espèces de baleines et de dauphins. Qu'arriverait-il au phytoplancton après le début de la construction? Le dioxyde de carbone, les roches concassées, les tonnes de poussière et de cendres, les chutes de matériaux de construction, tout cela viendrait considérablement polluer l'environnement. Sans phytoplancton, de nombreux poissons disparaîtraient. Sans poissons, des milliers de pêcheurs ne pourraient plus se nourrir et gagner de l'argent. Et si ce pont finissait par être construit, les voitures et les trains continueraient à polluer l'air et l'eau. La perturbation de l'équilibre fragile de cet étroit détroit pourrait entraîner des catastrophes environnementales de grande ampleur. Les dauphins et les baleines partiraient de chercher de la nourriture ailleurs et, par conséquent, perturberaient l'écosystème d'autres régions marines. Comme des dominos qui tombent, un problème en entraînerait un autre. Et tout cela à cause d'un seul pont. En 2007, le ministère espagnol de la protection de l'environnement a instauré des limitations de vitesse pour tous les navires empruntant le détroit afin de ne pas perturber le fragile équilibre de la nature. Au début du XXe siècle, un ingénieur français a proposé un projet de pont, mais il a été rejeté parce qu'il était trop compliqué et trop coûteux. On a également essayé de creuser un tunnel de 37 km de long, mais ce projet s'est heurté à des difficultés financières et techniques. Les gens rêvent toujours d'un pont au-dessus du détroit de Gibraltar. Peut-être qu'un jour, lorsque nous aurons développé nos technologies, nous serons en mesure de le bâtir. D'ailleurs, il n'y a pas toujours eu de l'eau entre ces deux régions. Il y a très longtemps, ces deux continents étaient reliés. La mer Méditerranée est le vestige de la Thétis, un paléo-océan de l'époque des dinosaures. À une époque, les plaques africaines et indiennes sont entrées en collision avec la plaque eurasienne et la Thétis a complètement disparu. À sa place, un pont terrestre s'est formé, séparant la mer Méditerranée de l'océan. Privée d'eau, la mer s'est asséchée il y a environ 6 millions d'années. Mais lorsque ce pont naturel s'est effondré, l'eau est revenue remplir le bassin. Son étroite plaque s'est enfoncée pendant des dizaines de milliers d'années, et la mer Méditerranée a fini par atteindre son niveau actuel. En Asie, il existe un pont bien plus long que ce que l'on pourrait croire possible. Le HZMB s'étend sur 55 km au-dessus des eaux ouvertes, ce qui en fait le plus long pont maritime du monde. Alors, si une structure aussi massive peut traverser des eaux agitées, pourquoi la Nouvelle-Zélande ne pourrait-elle pas construire un pont entre ces deux principales îles? Après tout, nous parlons d'une distance d'à peine 22 km. Et un pont comme celui-là pourrait sérieusement changer la vie des habitants et des touristes. Les gens pourraient simplement monter dans la voiture et conduire de Wellington à Picton. Plus de tracas liés au ferry, plus de trajets interminables. Juste un incroyable voyage routier avec des vues océaniques des deux côtés. Alors, qu'est-ce qui les en empêche? Eh bien, il semble que tout. Je veux dire, construire un pont là-bas est techniquement possible. Mais il y a quelques raisons pour lesquelles les experts se disent « peut-être pas ».
Commençons par l'évidence, la distance. L'île du Nord et l'île du Sud sont séparées par le détroit de Cook. Comme je l'ai dit, il mesure 22 km de large à son point le plus étroit. Ce n'est pas beaucoup, c'est vrai. De plus, nous avons le pont HZMB, prouvant qu'il est effectivement possible de construire un pont sur la mer pour couvrir cette distance. Mais nous ne pouvons pas ignorer le fait que la géographie de la Nouvelle-Zélande est, eh bien, un tout autre jeu. Le détroit de Cook n'est pas exactement une étendue d'eau calme et amicale. Il est profond, très profond. Certaines parties plongent à environ 3000 mètres. C'est comme empiler 7 Empire State Buildings les uns sur les autres. C'est aussi une étendue d'océan rude et capricieuse qui aime secouer les navires comme des canards en plastique. En fait, un bon nombre d'entre eux ont été naufragés dans le détroit de Cook, et malheureusement, de nombreuses vies ont été perdues. Toutefois, vous n'avez pas trop à vous en inquiéter, car les pires accidents se sont produits il y a très longtemps. Les navires et les ferries qui le traversent aujourd'hui sont bien plus sûrs. Malgré tout, il serait assez difficile d'éviter d'avoir le mal de mer en le traversant. Les choses deviennent encore plus compliquées sous la surface. Le fond marin là-bas est irrégulier et imprévisible. Ce qu'il se passe, c'est que le détroit de Cook a des marées opposées à chaque extrémité, l'une là où il rencontre la mer de Tasman et l'autre là où il rejoint l'océan Pacifique. Et elles ne se déplacent tout simplement pas ensemble comme on pourrait s'y attendre. Quand la marée est haute d'un côté, elle est basse de l'autre, comme si elles étaient totalement désynchronisées. Alors toute cette eau se précipite d'un côté à l'autre du détroit pour équilibrer les choses, créant ainsi de forts et désordonnés courants en son milieu. Ensuite, il y a le temps. Le détroit de Cook n'est pas seulement venteux, c'est probablement l'un des endroits les plus venteux de l'hémisphère sud. C'est parce qu'il est situé en plein milieu de l'un des 3 grands couloirs de vent de la Nouvelle-Zélande. En gros, ce sont des endroits où le vent ne fait pas que passer rapidement. Il persiste, soufflant fort la majeure partie de l'année. Et tout cela se produit à cause de quelque chose appelé les 40e rugissants. C'est le nom donné à la bande de latitude située entre 40 et 50 degrés sud de l'équateur, où des vents d'ouest forts et persistants sont assez courants. Contrairement à l'hémisphère nord, qui possède beaucoup de terre à cette latitude, l'hémisphère sud est principalement constitué d'océans avec seulement quelques masses terrestres, comme l'île du sud de la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie et la pointe sud de l'Amérique du Sud. Ainsi, ces vents deviennent déchaînés car rien ne les ralentit, et ils continuent simplement de prendre de la vitesse. Les rafales peuvent y atteindre jusqu'à 241 km/h. Alors, imaginez essayer de traverser un pont en voiture lorsque le vent pousse activement contre vous. Ce n'est pas seulement désagréable, c'est extrêmement dangereux. Les conducteurs peuvent facilement perdre le contrôle de leur voiture, le vent les poussant de côté. Et, bien sûr, cela peut entraîner d'innombrables accidents graves. Maintenant, parlons des tremblements de terre. La Nouvelle-Zélande se situe exactement à la frontière de 2 plaques tectoniques massives, la plaque indo-australienne et la plaque pacifique. Elle est en fait en plein milieu d'une zone de collision. Environ 14 000 tremblements de terre se produisent chaque année dans et autour du pays. Parmi ceux-ci, seuls environ 200 sont assez forts pour être ressentis. Cependant, construire un pont massif dans ces conditions nécessiterait une ingénierie de niveau génie véritablement exceptionnelle. En gardant tout cela à l'esprit, nous pouvons dire en toute sécurité que l'idée entière de pont est abandonnée. Mais que diriez-vous d'un tunnel sous-marin? Oui, cela pourrait fonctionner. Cela pourrait en fait être une excellente solution. Pas de vent, pas de mauvais temps et pas de tremblement de terre à gérer. Et il y a aussi beaucoup d'autres avantages. Tout d'abord, cela réduirait considérablement le temps de trajet, diminuant le voyage en ferry de 3 à 4 heures entre les îles du Nord et du Sud. Ce même trajet ne prendrait probablement que 40 minutes. Ensuite, les gens n'auraient plus à se soucier de toutes les annulations et retards de ferry dus au mauvais temps. Et surtout, c'est faisable. Je veux dire, regardez le tunnel sous la Manche. C'est un tunnel sous-marin qui relie le sud de l'Angleterre et le nord de la France. Le Japon a fait quelque chose de similaire avec le tunnel du Seikan, qui relie les îles de Honshu et Hokkaido. Ce sont tous deux d'énormes projets, servant à peu près le même but. Alors, pourquoi la Nouvelle-Zélande ne construit-elle pas déjà ce tunnel? Eh bien, pour la même raison que nous ne vivons pas tous dans des maisons perchées luxueuses avec des robots personnels, l'argent. Les estimations varient, mais certains experts pensent qu'un projet comme celui-ci pourrait coûter entre 10 et 20 milliards de dollars. Pour couvrir ce type de coût, ils devraient probablement imposer des péages pour les 100 prochaines années.
Et croyez-moi, ces péages ne seraient pas bon marché. D'autres experts pensent que cela pourrait en réalité coûter plus cher. En effet, il faut prendre en compte toutes les infrastructures supplémentaires. Le point le plus étroit du détroit de Cook se situe entre l'île du Nord et l'île Arapaoa. C'est l'une des longues régions montagneuses des Marlborough Sounds qui est assez isolée. Ce n'est donc pas seulement le coût du pont ou du tunnel en lui-même. Il s'agit aussi des routes d'accès, des systèmes de sécurité, de l'entretien et des plans d'évacuation. On ne peut pas simplement construire un immense tunnel sous-marin sans prévoir les urgences occasionnelles. Et à quoi cela servirait-il réellement? Certes, il y a des personnes qui voyagent entre les îles, environ 1 million de passagers prennent le ferry chaque année. Mais ce n'est pas exactement le type de trafic qui justifie le projet d'infrastructure le plus coûteux de l'histoire du pays. Plus tôt, nous avons parlé de la façon dont l'Angleterre et le Japon ont des tunnels sous-marins similaires. Mais voici quelque chose à considérer. Le Royaume-Uni a une population de 69 millions d'habitants. Le Japon en a encore plus, environ 123 millions de personnes. Et en Nouvelle-Zélande, ils n'ont que 5 millions de résidents pour financer ce projet. Alors pourrait Eventual avoir un tunnel sous le détroit de Cook? Bien sûr, il le pourrait. Devrait Eventual le faire? Probablement pas. Si vous ne voulez pas prendre l'avion, la seule autre façon de voyager entre les îles est en ferry. Ce n'est pas idéal, mais bon, ça fonctionne. La Nouvelle-Zélande dispose d'un total de 5 navires qui transportent des personnes et des véhicules à travers les îles. Pour les touristes qui ne sont pas pressés, c'est parfait. Vous pouvez traverser les îles tout en admirant certains des panoramas les plus époustouflants et en apercevant une faune incroyable. Vous commencerez votre voyage à Wellington, et dès ce moment-là, vous apercevrez la côte escarpée de l'île du Nord en vous dirigeant vers le large. Vous pourriez voir différents oiseaux marins, comme des mouettes et des sternes. Et en vous rapprochant de l'île du Sud, vous pourriez apercevoir quelques fous de Bassane. Si vous êtes chanceux, vous pourriez également apercevoir des colonies de phoques au large de la côte. Durant la dernière heure du voyage, le ferry ralentira, vous donnant amplement le temps de profiter des collines verdoyantes et des eaux calmes. Vous vous approcherez également de Queen Charlotte Sound, un endroit réputé pour sa faune. Alors gardez un œil sur les orques, les dauphins joueurs, et même les pingouins. Franchement, avoir un ferry au lieu d'un tunnel n'est peut-être pas si mal après tout.